15 Africains, amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique des libertés, bienvenue à ce programme qui est édité depuis la capitale de l'Afrique des libertés, le siège de l'Institut de l'Afrique des libertés, Bamako, en terre bénie du Mali, d'où je vous dis Aouniche et Bismillah. Premier sujet, attaque impériale terroriste contre l'aéroport de Niamey. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, nous avons tous été alertés d'une manœuvre abjecte, infecte, abominable des terreaux impérialistes qui tiennent à mettre en œuvre le plan de recolonisation du continent africain ourdi par l'OTAN et ses satellites occidentaux et moyen-orientaux depuis le saccage de la Jamahiriya populaire arabe socialiste libyenne du camarade Muammar el-Kadhafi en 2011. Nous avons été alertés que le bel aéroport de Niamey était attaqué par les mercenaires de l'OTAN, les mercenaires de l'Occident néocolonialiste et impérialiste qui n'ont pas renoncé à leur projet d'imposer à l'Afrique l'occupation des bases militaires otaniennes et de continuer à voler l'or, le manganèse, l'uranium, le coltan, le cobalt, le diamant, le lithium, le pétrole, le gaz, à voler l'aluminium, à voler le bois, bref, toutes ces choses dont la terre africaine bénie regorge infiniment. L'événement en tant que tel n'est pas nouveau, car l'Afrique est sous le feu criminel de l'Occident raciste, de l'Occident colonialiste, de l'Occident néocolonialiste et impérialiste depuis pratiquement 600 ans. 600 ans d'agression unilatérale subie par l'Afrique, avec la complicité bien sûr des pires Africains de tous les temps, les valets que l'on a si justement appelés les nègres de maison, les nègres de salon, les ennemis de la dignité africaine qui se sont couchés, vautrés sous les pouvoirs racistes, vautrés sous les pouvoirs colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, participant ainsi à l'abominable domination qui, en ce 21e siècle, craque de partout et, en tout cas ici au Sahel, est en train de plonger aux abîmes. Oui, l'attaque en tant que telle n'est pas une surprise, car l'Afrique est attaquée systématiquement par les grandes puissances négrières. L'Afrique est attaquée systématiquement par les grandes puissances négrières, les grandes puissances colonialistes, les grandes puissances impérialistes depuis pratiquement 600 ans. Ce sont des faits historiques. Et mes chers amis côté TikTok, s'il vous plaît, partagez massivement l'émission parce que il y a déjà des serviteurs du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et du despotisme africain qui essayent de signaler ce live, l'un des lives les plus pédagogiques de l'Afrique contemporaine, qui est dispensé par le docteur des preuves, l'homme qui ne parle que de ce qu'il peut prouver. Je ne peux pas comprendre qu'on veuille signaler un live comme celui-ci, alors que je m'impose le strict devoir de ne jamais dire ici quelque chose sans l'accompagner de preuves factuelles, historiquement vérifiables. Quand je dis que l'agression de l'Occident impérialiste, raciste et politique et néocolonialiste, colonialiste contre l'Afrique est un fait depuis 600 ans, je vous demande d'ouvrir vos livres d'histoire, que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique, et voyez ce qui se passe depuis le XVIe siècle. Voyez ce qui s'est passé tout au long du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe dans les relations afro-occidentales, afro-moyen-orientales. Voyez ce qui se passe depuis 2011 sur notre terre africaine, après que la plus grande organisation politique et militaire de l'Occident ait délibérément agressé la Libye. Voyez ce qui se passe au Sahel, voyez ce qui se passe au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, voyez ce qui se passe en République centrafricaine, en République démocratique du Congo. Allez voir, comme le dirait Pablo Neruda, à ceux qui lui demandaient pourquoi il ne voudrait pas parler des belles montagnes de son pays natal, le Pérou. Le poète chilien répondit, le poète péruvien répondit,
venez voir le sang dans la rue. Vous qui me demandez de vous parler essentiellement des belles montagnes de mon pays natal, je vous demande de venir voir le sang dans la rue. Vous qui êtes sur TikTok, chargé de signaler mes lives, au motif que ces lives seraient quel abus, quelle abomination haineux, je vous demande d'ouvrir vos livres d'histoire. Et je vous mets au défi de me contredire sur un seul point, quand je parle de 600 ans d'agression continue de l'Afrique par l'Occident et par le Moyen-Orient. Ce sont des faits historiques, ils s'enseignent et ils s'enseigneront désormais. Il en sera ainsi désormais partout et toujours ici en Afrique libérée, de l'école maternelle jusqu'à l'université et dans tous les médias, il sera enseigné que nous avons traversé 600 ans d'abomination. Nous ne mettrons pas les responsabilités africaines dans le malheur africain, mais il sera hors de question qu'on accepte le moindre révisionnisme, le moindre négationnisme sur la responsabilité politique de l'Occident et du Moyen-Orient dans le désastre africain. Donc, revenons à Niamey. L'attaque impériale terroriste contre l'aéroport de Niamey ne nous surprend pas parce que c'est la situation dans laquelle l'Afrique vit depuis 600 ans. Mais il y a un renseignement important dans cette attaque. C'est que cette attaque a été menée avec des moyens technologiques fort avancés. Quand on voit que l'armée nigérienne a dû, pour mettre fin à l'attaque, utiliser des armes sol-air, on doit faire l'hypothèse que l'attaque a été menée avec des moyens aériens, notamment des drones de combat chargés de munitions avec lesquels on tentait de détruire l'aéroport, Hamani Diori de Niamey. Et ça, c'est un fait absolument important. J'avais, il y a 2 ou 3 ans, donné plusieurs conférences ici pour avertir nos autorités dans tout le Sahel, dans toute l'Afrique, que les groupes terroristes en difficulté dans le combat terre à terre étaient en train d'être équipés de moyens de combat aériens pour pouvoir contrecarrer la supériorité des armées antiterroristes panafricaines. Ces groupes bénéficient désormais d'un renseignement aérien satellitaire des puissances de l'OTAN et ces groupes bénéficient de dotations en drones de combat avec lesquels ils essayent de compenser leur déficit de combat terre à terre. Mes amis qui suivaient mes conférences depuis plusieurs années, est-ce que vous vous souvenez que j'ai dit que la prochaine guerre mondiale africaine serait une guerre de drones? L'ai-je dit ou pas? Ai-je ou non enseigné ici que nous devions même nous attendre à ce que les dirigeants panafricanistes d'Afrique soient la cible d'attaques de drones? J'étais parti pour cela de la méthode utilisée par la puissance colonialiste israélienne et ses alliés américains pour éliminer l'un des commandants suprêmes de l'armée iranienne qui était en visite en Irak, à Bagdad. Ils ont utilisé des drones pour suivre cet homme, lui tirer dessus et le tuer. Et depuis lors, on voit très bien que la plupart des grandes attaques armées, notamment celles qui ont été faites pour décapiter des gouvernements par les puissances otaniennes et leurs alliés, se font par voie aérienne. Une bonne partie de la guerre russo-ukrainienne qui se déploie actuellement, elle se déploie sous la forme de la guerre de drones. Pourquoi? Parce que le drone a l'avantage d'économiser les vies humaines et de transporter au-dessus de la tête de l'ennemi des munitions extrêmement puissantes qui varient en fonction du dosage de l'assaillant. Le drone permet donc une économie en vie humaine et un optimum en destruction sur l'ennemi, avec une économie de destruction sur soi-même. Le drone peut être télécommandé par des gens qui sont hors du champ de combat, qui sont même hors du pays où ils frappent. Donc nous entrons très clairement dans une phase particulière où la guerre de terrain, la guerre terre à terre, va se muer surtout en une guerre de drones. Nous sommes à l'ère de la guerre technologique. Vous, mes amis qui m'écoutez depuis plusieurs années, ai-je, oui ou non, donné plusieurs conférences? Faudrait-il que j'aille les chercher? J'avais prévenu qu'il fallait s'attendre à ce que la technologie de drone préside désormais au Jujutsu, à travers l'Afrique. Je disais même, et j'insiste pour dire, qu'ils sont en train d'essayer de programmer des drones pour éliminer certains de nos dirigeants, ceux qui ne les arrangent pas. Tous ceux qui n'ont pas pu renverser par coup d'État, ils veulent monter des drones avec des munitions létales pour tirer sur leur cortège. À la manière de l'élimination du général Soleimani
à Bagdad. C'est ainsi qu'ils envisagent d'éliminer nos dirigeants sahéliens, qui sont la muraille de protection, en effet, de l'Afrique subsaharienne. Incapables de les renverser donc par coup d'État, incapables de provoquer des révoltes populaires contre eux, incapables de les asphyxier financièrement, incapables, ils ne manqueront pas d'utiliser la technologie de drone pour porter des coups extrêmement fataux aux organisations politico-militaires qui défendent la patrie africaine. Donc, sur l'attaque impériale terroriste à Niamey, ce qui est important, c'est qu'ils ont probablement utilisé des moyens aériens. Ce qui a expliqué que les images qui nous parviennent, et que nous qui ne sommes pas militaires pouvons aisément analyser, montrent que la riposte extrêmement efficace de l'armée nigérienne a consisté à détruire sans doute, à détruire des moyens qui essayaient d'atteindre l'aéroport en exploitant l'espace aérien. Mais il y a un deuxième enseignement qu'on doit tirer de cette attaque de l'aéroport de Niamey qui a été maîtrisée avec un très grand professionnalisme par les forces armées nigériennes. Cette attaque visait la région de l'aéroport de Niamey qui, pour ceux qui connaissent un peu Niamey, est une zone extrêmement sensible. Elle n'est pas simplement sensible parce que cet aéroport est la principale porte d'entrée aérienne du pays. Elle est sensible parce qu'à côté de cet aéroport, il y a la principale base militaire aérienne du pays, qui est par ailleurs une base de drones, c'est-à-dire à partir de laquelle le contrôle, la surveillance du ciel nigérien sont assurés. Mais ce n'est pas tout. Cette base-là qu'on appelle la base 501, qui est une base historique puisqu'elle était autrefois occupée par un détachement de l'armée néocolonialiste française, cette base est désormais le lieu où est logé le quartier général de la force unifiée de l'AES. Donc il y avait là 3 objectifs. Empêcher le trafic civil normal de l'aéroport de Niamey, empêcher la base de drones nigérienne, probablement l'une des plus importantes, qui jouxte l'aéroport de Niamey, et empêcher la force unifiée sahélienne d'opérer. C'est un défi, c'est une tentative de tester en réalité la réactivité du dispositif nigérien qui a été esquissé là, et il faut prévoir que ce ne sera pas la dernière. L'armée nigérienne a réagi avec un professionnalisme spectaculaire. Les images qui nous sont parvenues prouvent qu'elle avait pris des dispositions pour parer à ce type de surprise. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de situation ou de dispositif militaire où il y ait 0% de surprise. L'ennemi, en faisant preuve d'audace, en faisant preuve de folie, peut toujours esquisser des attaques. Le plus important est d'être en capacité de traiter l'ennemi avec vigueur et rigueur dans un temps record. Donc, il s'agissait d'empêcher un segment important du système de défense du Niger de fonctionner. D'où on peut en déduire une quatrième conséquence. En attaquant cet aéroport, les assaillants envisageaient de commencer en fait une étape d'une tentative probablement de renversement des institutions du Niger, une tentative qui avait pour but d'aller plus loin. S'ils avaient réussi à mettre hors d'état de nuire l'aéroport de Niamey, peut-être que d'autres groupes de ces assaillants tapis dans l'ombre auraient engagé des opérations sur d'autres positions. Je tiens à le rappeler parce que cette manière de cibler l'aéroport indique une volonté d'agir de manière systématique sur le système de sécurité, d'où il faut bien sûr redoubler de vigilance et partir du principe que plusieurs groupes probablement ont été immergés à l'intérieur du pays et attendent une nouvelle coordination de leurs opérations pour essayer de frapper. Maintenant, dernier point que l'analyste géopolitique que je suis doit souligner, pourquoi veulent-ils à tout prix frapper le Niger? Bon, d'abord, on sait qu'ils veulent frapper le Niger parce qu'ils en veulent au Niger, d'avoir emboîté le pas au Burkina Faso et tout naturellement au Mali pour chasser les troupes néocolonialistes françaises et impérialistes occidentales et européennes de son sol. Ça, c'est la raison principale. Punir les pays du Sahel parce que ces pays ont ouvert le bal du refus de la recolonisation militaire, la recolonisation économique et politique totale de notre continent. Ça, c'est la raison générale. Punir les pays de l'Alliance des États du Sahel. Mais il y a une deuxième raison.
L'actualité internationale nigérienne est dominée par le débat sur la prétention de l'ancien groupe d'exploitation de l'uranium nigérien Orano à dire que les 1000 tonnes d'uranium que l'État nigérien a saisi tout en nationalisant son exploitation d'uranium, cette prétention d'Orano à dire que ces 1000 tonnes lui appartiennent, n'est pas sans inspirer la volonté d'attaquer l'aéroport de Niamey où, selon plusieurs informations recoupées, une partie au moins des stocks de cet uranium aurait été entreposée. Et alors là, vous voyez que tenter de s'attaquer à l'aéroport de Niamey dans ces conditions, c'était une action à visée hautement criminelle. Car il s'agissait quelque part de mettre des munitions en contact avec les réserves d'uranium et de faire courir le risque à ce qu'il y ait des émissions radioactives sur la ville de Niamey, avec des effets épouvantables sur la population. Cette attaque contre l'aéroport de Niamey, une attaque qui est consciente du fait qu'il aurait été entreposé des réserves d'uranium pour la commercialisation internationale, est donc une attaque hautement criminelle. C'est une attaque qui avait potentiellement pour but de provoquer un véritable écocide et un véritable désastre au niveau de la santé de la population de la ville de Niamey. C'est donc une attaque à visée apocalyptique. C'est une attaque de gens qui seraient capables, s'ils en avaient la possibilité, de jeter des bombes atomiques contre les Africains parce que les Africains ont refusé de leur céder le pillage de leur or, de leur uranium, de leur manganèse, de leur pétrole, de leur coltan. Vous voyez jusqu'à quel point on est méchant envers les pays africains qui refusent d'être pillés. C'est une méchanceté telle qu'on se permet même de tirer des munitions sur des zones où peuvent se trouver des stocks d'uranium avec le risque que les explosions produisent des désastres de radioactivité. N'est-ce pas? Enfin, on voit très bien le contexte dans lequel tout ceci se fait. Le contexte dans lequel tout ceci se fait, c'est une revendication persistante et abracadabrantesque de libération de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, que nous avons utilement appelé le junta de Niamey qui a fait boum. Les assaillants qui attaquent le Niger rêvent de produire une opération dans laquelle ils récupéreraient ce soldat de la France-Afrique, aujourd'hui confronté à ces faits de haute trahison contre le peuple nigérien. Donc voilà le bouquet dans lequel tout ceci se déploie. Et il faut qu'on comprenne très bien que l'attaque impériale terroriste contre l'aéroport de Niamey a pour but de stopper la révolution sahélienne en général, elle a pour but de punir le Niger en particulier, elle a pour but de restaurer à la tête du Niger un gouvernement fantoche qui va recommencer le pillage des richesses du Niger au détriment du peuple nigérien, au profit des multinationales françaises, au profit des multinationales occidentales, moyen-orientales, bref, au profit des intérêts étrangers. Il s'agit d'une tentative de restaurer un régime néo-france-africain, un régime néocolonisé, un régime impérialiste. Nous devons donc saluer d'abord le professionnalisme des forces armées du Niger, à la tête desquelles le général d'armée Abdourahmane Tiani, chef suprême des forces armées, président du CNSP, président de la République du Niger. Nous devons saluer la vitalité et la spontanéité avec lesquelles le peuple nigérien s'est levé comme un seul homme et a occupé les points névralgiques de la ville pour neutraliser, s'il le fallait, les téméraires qui osaient ainsi troubler le sommeil des Nigérois et des Nigériennes. Et nous devons saluer la formidable solidarité de l'opinion africaine éveillée qui n'a pratiquement pas dormi. Nous avons presque tous ensemble veillé sur notre Niger bien-aimé jusqu'au matin. Votre serviteur, qui avait un mal fou à trouver le sommeil, cherchait à avoir toutes les assurances que la révolution nigérienne, ni de près ni de loin, n'était en danger, et était uni, en pensée, uni en prière, uni en détermination, avec les filles et les fils du Grand Niger. Je crois que c'est le cas de toutes celles et ceux qui partagent avec nous les pains spirituels de la liberté des Africains, et qui partagent les 4 objectifs de notre institut, l'Institut de l'Afrique des libertés, à savoir la fin de l'occupation néocolonialiste militaire du sol africain, la suppression totale de la monnaie criminelle néocoloniale du franc CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et l'enracinement des institutions africaines dans la civilisation négro-africaine elle-même.
toutes celles et ceux qui partagent ces objectifs avec nous ont veillé avec le Niger et veillent avec toute l'Afrique combattante. Je voudrais ici saluer chacune et chacun d'entre vous qui avez, tout en étant lucide, en étant calme et confiant, participé à cette veillée, à cette écoute. Et nous devons être ainsi envers tous les pays africains où le combat se fait décisif à l'heure qu'il est. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français. Partage la vidéo et puis abonne-toi.